Je vous ai dit que je vais faire un récap de ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, on était en train d'analyser l'offre. Donc, on a vu, pour l'analyse de l'offre, je vais survoler brièvement ce qu'on a vu. Donc, on devrait absolument passer par répertorier les concurrents, la liste des concurrents. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut s'intéresser à leur concentration, comme on l'a dit l'autre fois. S'il vous plaît, vous feriez mieux de désactiver votre micro, sinon, hein, Sheima, votre micro, il est activé. Vous feriez mieux de les activer parce qu'il y a de nuisances acoustiques. Est-ce que vous m'entendez, Sheima? J'étais en train de vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, le grand axe qu'on a vu la semaine dernière, c'était l'analyse de l'offre. Et lorsqu'on dit analyse de l'offre, il s'agit principalement de répertorier, faire une liste de l'ensemble des concurrents, et vous devrez aussi vous intéresser à étudier les caractéristiques des produits que les concurrents, normalement, ils offrent, ou la prestation de services qu'ils assurent. Analyser aussi l'avantage et les inconvénients des produits ou les prestations de services que les concurrents offrent, définir la définition du produit d'une manière claire et du prix qu'ils pratiquent. Et on a vu aussi la notion de des concurrents directs et des concurrents indirects. On a vu l'exemple pour la concurrence, bien sûr, directe, c'était l'exploitant d'un cinéma et la télévision. Ce sont des concurrents, c'est-à-dire c'est la concurrence qui est directe. Il faut analyser aussi la politique de marketing des concurrents. Et les principaux aspects à prendre en considération aussi lors de l'étude de la concurrence, c'est de s'intéresser à leur ancienneté, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont l'avantage de l'antériorité sur le terrain. Il faut s'intéresser aussi à leur taille, c'est-à-dire la dimension et la taille de l'entreprise. Hein? Salam alaikum, بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بارك الله فيكم. رمضان مبارك سعيد أستاذ، نسيت ما قلتهاش لك ديك المرة. علينا وعليكم أجمعين، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله. والله المهم في أقرب ممكن تحيد عندنا هذا الكونفينمون الثاني sanitaire parce qu'on commence moi-même je commence à en avoir marre de cette situation-là, le confinement avec sortir avec des masques de protection, hein, c'est un petit peu c'est pas dans notre nature, hein, autant que être humain, c'est pas de notre nature, mais nécessité oblige. Oui, nécessité oblige. Merci, monsieur. Oui. Je vous en prie. Donc, on a parlé de le fait de s'intéresser aussi à la question suivante. Est-ce que les concurrents, ils ont un avantage d'antériorité, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont cumulé une ancienneté auparavant? Il faut s'intéresser à leur dimension, à leur taille, la taille de vos concurrents. Et cette taille, vous devrez la chiffrer. Et comment on va la chiffrer? Comment on va la mesurer? En termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. On va s'intéresser aussi au nombre de salariés qu'ils emploient, c'est-à-dire l'effectif du personnel. On va s'intéresser aussi à leur situation géographique. Est-ce qu'ils sont concentrés au niveau, par exemple, d'une région? S'il s'agit, par exemple, du territoire marocain, est-ce qu'ils sont concentrés au niveau, par exemple, de la région du sud, du nord, ou la concentrés uniquement sur une ville? Où là, est-ce qu'il arrive à faire la couverture de l'ensemble de territoire national? Les horaires qu'ils pratiquent, la gamme du produit qu'ils proposent, le prix de vente qu'ils pratiquent et leur marge commerciale moyenne qu'ils réalisent, c'est-à-dire ainsi que leur part de marché. Lorsqu'on dit marge commerciale, vous savez, la marge commerciale, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours de comptabilité générale ou d'analyse financière, il y a la marge commerciale, on peut la calculer pour par exemple une société qui est spécialisée tout simplement dans l'activité commerciale, c'est-à-dire l'achat et la revente en l'état de marchandises sans aucune transformation.
Là, la marge commerciale, elle se calcule de cette manière-là. Vente de marchandises moins les achats revendus de marchandises. Les achats revendus de marchandises, si vous vous rappelez très bien, je sais que vous n'êtes pas des comptables, mais là, vous l'avez fait quand même dans votre cours de comptabilité. Lorsqu'on dit achats revendus, c'est les achats, c'est-à-dire le prix d'achat, moins variation de stock, C'est-à-dire comment on a effectivement consommé au cours de l'exercice comptable. Ça va me donner ce qu'on appelle la marge commerciale sur vente en l'état. La marge, les comptables ils appellent ça marge commerciale sur vente en l'état. C'est-à-dire si vous avez acheté un prix de 20 et vous avez les achats, c'est-à-dire revendus au cours de l'exercice, ils s'élèvent, c'est-à-dire les ventes, ils s'élèvent par exemple à 16, la marge commerciale, elle est de 20 moins 4. Elle est 16, c'est-à-dire à 16. 20 moins 4, ça donne 16. Donc la marge commerciale, elle est de 16. S'il s'agit d'une activité industrielle, la marge commerciale, ça c'est un petit rappel. Si vous vous rappelez, c'est la production de l'exercice, moins les achats consommés de matières et fournitures. Ça s'appelle les achats consommés de matières et fournitures. Ça nous donne ce qu'on appelle la marge commerciale moyenne. La part du marché, c'est-à-dire on prend le chiffre d'affaires réalisé par chaque concurrent et on va le diviser par le chiffre d'affaires total. Ça va nous donner, c'est-à-dire la part du marché en pourcentage, ce qu'on appelle la part du marché en pourcentage. Donc, lors de l'analyse de l'offre, c'est-à-dire la concurrence, on doit s'intéresser à ces éléments. On a vu aussi des méthodes d'investigation sur l'offre. Lorsqu'on dit méthode d'investigation sur l'offre, c'est-à-dire on s'intéresse à la façon de collecter et de chercher l'information. Donc, la méthode d'investigation sur l'offre, c'est-à-dire la collecte de l'information, comment ça se fait? Les interviews des concurrents, éventuellement par personne interposée, c'est-à-dire que vous ne le faites pas directement, mais vous chargez quelqu'un, par exemple un bureau d'études, ou quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, pour recueillir le maximum des informations, pour ne pas tomber dans le revers de ce qu'on appelle la rétention de l'information. L'observation directe, c'est un moyen aussi pour collecter de l'information, surtout lorsqu'il s'agit par exemple d'acheter un fonds de commerce. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné la semaine dernière, c'était par exemple un café ou une droguerie. Vous allez c'est-à-dire vous présenter directement et essayer de voir le nombre de personnes qui fréquentent l'endroit au cours, par exemple, de la semaine, pour avoir une idée sur ce qu'on appelle les heures de pointe sur le commerce. Et pour apprécier le chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez réaliser. Les sources d'information, on a parlé la semaine dernière de ce qu'on appelle le Compass. Le Compass, c'est ce qu'on appelle les papiers jaunes, mais actuellement il est disponible soit en ligne, c'est-à-dire il y a un réseau, il y a un site internet normalement de Compass, mais il n'y a pas la gratuité. C'est-à-dire on peut la consulter, mais à titre onéreux, c'est-à-dire en payant quelque chose. Soit il y a des CD, mais les CD, ils doivent être actualisés. Par exemple, le Compass 2020. Le Compass, il y a l'adresse, il répertorie l'adresse de toutes les sociétés qui sont présentes ici au Maroc. Hein? Il y a toutes les activités, y compris ce qu'on appelle les professions libérales, même les particuliers qui sont abonnés par exemple à des téléphones ou l'ADA, ça nous donne leur adresse. Mais ce qui est extraordinaire sur Compass, vous pouvez consulter par secteur d'activité, par ville, il vous donne pas mal d'indications le Compass. Répertoire des chambres de commerce et d'industrie, là vous pouvez vous déplacer, si vous faites par exemple cette enquête-là, vous pouvez vous déplacer dans les chambres de commerce et d'industrie. Généralement, ils publient des statistiques concernant les différentes activités qui relèvent de leur département, c'est-à-dire de leur circonscription. Publication, il y a aussi le centre, comment on l'appelle, local d'investissement, centre local d'investissement. Il y a aussi les études et les statistiques qui sont faites par le Haut Commissariat au Plan, المندوبية السامية للتخطيط حتى هي كتعطي يعني إحصائيات
il donne des statistiques concernant pas mal de choses, des données démographiques, socio, démographiques, sectorielles, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'obtenir au niveau du Haut Commissariat le Haut Commissariat au plan. Annuaire des statistiques des organismes nationaux, comme l'Office de change aussi. Là, vous pouvez trouver des informations concernant les différents secteurs d'activité. Pourquoi les sources d'informations ils sont utiles? Pour que vous puissiez l'essentiel pour les deux études, soit au niveau de la demande et soit au niveau de l'offre, l'étude de marché, l'utilité de la principale, c'est de pouvoir évaluer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des ventes que vous allez réaliser au cours des années à venir. Quelles sont les méthodes pour évaluer le chiffre d'affaires? Il y en a 3, comme on l'a vu la semaine dernière. Soit vous allez vous comparer, vous allez vous fier par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé par un benchmark, c'est-à-dire un référentiel, un de vos concurrents. Vous prenez par exemple le chiffre d'affaires réalisé par la concurrence et vous dites, je vais essayer de m'aligner sur le chiffre d'affaires réalisé par exemple, le leader dans ce secteur d'activité. Le leader qui est dans ce secteur d'activité, il a un chiffre d'affaires de temps, je vais essayer de m'aligner à ce chiffre d'affaires. Ou là, je vais essayer de m'aligner ou de réaliser au cours de ma première année d'existence au chiffre d'affaires moyen de le secteur d'activité. Là, vous prenez un référentiel. Deuxième méthode pour l'évaluation du chiffre d'affaires, c'est vous situez par rapport à votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire au point mort. Vous allez effectuer un calcul pour essayer d'estimer quel est votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire le chiffre d'affaires qui va vous permettre, et ce seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui va vous permettre de couvrir et les coûts fixes et les coûts variables. On parle de seuil de rentabilité lorsque l'unité ou la mesure, c'est le dirham. Et on parle de point mort lorsque l'unité de mesure est le temps. C'est-à-dire combien du temps me faut-il pour que mon chiffre d'affaires, il couvre et mes coûts fixes et mes coûts variables. Donc, deuxième méthode que je viens de vous citer pour l'instant, c'est le fait de calculer votre coût de revient, votre seuil de rentabilité et essayer de réaliser dès votre démarrage ou dans les quelques mois qui suivent votre démarrage ou après une année, ça dépend du cycle d'exploitation de votre entreprise, le seuil de rentabilité. Et de s'aligner, c'est votre seuil de rentabilité, ça serait en principe le chiffre d'affaires que vous devrez absolument atteindre. Troisième méthode pour l'évaluation du chiffre d'affaires, c'est le fait, lorsque vous allez faire votre étude, vous avez déjà répertorié vos clients, c'est-à-dire potentiels ou des clients que vous connaissez auparavant. Supposons que vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà passé par une expérience professionnelle prouvée sur le terrain autant que salarié, vous avez établi un réseau de relations et lorsque vous allez faire votre étude de faisabilité, vous allez vous déplacer chez, par exemple, vos clients et vous leur dites, si je démarre mon activité, est-ce que vous serez prêt à me confier, par exemple, un marché ou à me confier, par exemple, une certaine quantité de commandes? Et là, soit ils vont vous délivrer ce qu'on appelle une attestation d'engagement, comme quoi ils vont s'engager à vous accorder, par exemple, un carnet de commandes de temps. Il faut qu'il soit chiffré. Ou ils vous donnent ce qu'on appelle des promesses de collaboration
avec un montant ou un chiffre d'affaires approximatif. Et vous allez vous baser sur ça pour estimer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Vous pouvez, et vous devrez le faire bien sûr par produit. Si vous avez une gamme de produits, vous faites un chiffre d'affaires prévisionnel par type de produit ou type de prestation de service. Et puis, l'estimation du chiffre d'affaires, il doit se faire sur une plage temporelle allant de 3 à 5 ans. C'est-à-dire, on ne peut pas se projeter plus que 5 ans parce que, comme dit l'adage, à long terme, la seule certitude, c'est qu'on va tous mourir. Donc, pour rester un petit peu... parce qu'il y a des aléas, il y a des risques. Si vous allez plus que de 5 ans, il y a des risques. C'est pour cette raison qu'il faut prendre une plage temporelle, une durée qui s'étale entre 3 à 5 ans. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. Aujourd'hui, on va aborder toujours la partie qui est relative à l'étude de marché, des concepts qui sont très importants en marketing, le concept de la segmentation, de ciblage et puis de positionnement. Alors, là, on a commencé le cours à proprement dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Déjà, le terme segmenter, c'est-à-dire fractionner, diviser, couper en des sous-ensembles ou des segments. Mais quels doivent être les critères pour faire cette segmentation ou ce morcellement, si vous voulez, du marché en des sous-ensembles qui sont distincts et homogènes? On doit se baser sur un certain nombre de critères pour faire cette segmentation. Chacun de ces sous-ensembles ou des sous-groupes, des groupes qu'on va aboutir, pouvant être raisonnablement être choisis comme cible à atteindre à l'aide de marketing mix spécifique. Lorsqu'on dit le marketing mix, c'est-à-dire à l'aide le prix, de la politique de distribution, la politique de promotion, etc. C'est ce qu'on appelle les 4 P de marketing. Alors, déjà, je vous ai parlé de la segmentation. La segmentation, il se fait selon, par exemple, par le critère de la catégorie socio-professionnelle, par tranche d'âge, par zone géographique, par genre, c'est-à-dire féminin ou masculin. C'est des critères qui permettent de faire la segmentation. Et vous avez aussi des critères, par exemple, les critères géographiques. Je vais m'intéresser uniquement à ces zones-là. Ça, c'est une segmentation le marché du Sud, ou le marché du Nord, ou le de l'Est, ou le de l'Ouest, ou le de le Centre, etc. Donc là, c'est un critère de segmentation qui est basé essentiellement sur un découpage sur le plan territorial. Sociodémographique, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, catégorie socio-professionnelle, la catégorie socio-professionnelle, on peut dire les ouvriers non qualifiés, ouvriers qualifiés, et puis cadres supérieurs, experts, etc. Puis il y a les professions libérales, comme les médecins, les avocats, les notaires, etc. Ça, c'est des catégories socio-professionnelles. La démographie, c'est les tranches d'âge. Quelle tranche d'âge on veut cibler? Est-ce que la tranche d'âge allant les enfants, ou les adolescents, ou les adultes, etc. Catégorie aussi psychographique. Psychographique, c'est-à-dire le côté culturel et le côté de la sociologie, ça joue énormément, normalement, la segmentation liée au marché. Vous pouvez imaginer, par exemple, une société qui est de confession musulmane. Est-ce que quelqu'un qui va vendre maintenant du cachère du porc, il va cibler cette catégorie? Déjà, il va être éliminé parce que de par la confession des musulmans, ils ne consomment pas du porc. Ils ne consomment pas, entre guillemets, aussi de l'alcool. Donc, généralement, il ne faut pas les viser.
le comportement d'achat, ça peut être aussi un élément de découpage du marché. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret, hein, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas passé par des stages au sein des entreprises. L'EMSI, c'est une entreprise qui opère dans le domaine de l'enseignement supérieur, privé. Là, il a segmenté son marché. Déjà, il n'opère pas dans le marché c'est-à-dire l'enseignement primaire ou l'enseignement supérieur. Déjà, il est dans l'enseignement supérieur. Au l'enseignement supérieur, il s'est focalisé sur tout ce qui est ingénierie. Maintenant, ingénierie dans le domaine du génie civil, ingénierie dans le domaine du génie industriel, ingénierie financière, etc. Donc, il s'est spécialisé parce qu'il y a d'autres écoles qui se sont spécialisées, peut-être des formations qui ont un caractère, par exemple, juridique, qui ont le notariat, ou qui ont une formation pour des personnes qui vont par la suite ouvrir des cabinets dans le domaine de tout ce qui est rapport avec les affaires, etc. Donc, déjà, une entreprise, il doit procéder à une segmentation de son marché. Il va segmenter son marché en fonction de quoi? Et qu'est-ce qu'il va cibler dans le marché? Il va cibler aussi une tranche d'âge. Généralement, c'est des personnes qui ont un minimum, c'est-à-dire qui ont leur baccalauréat, ou ont la possibilité de s'inscrire au niveau des instituts d'enseignement supérieur. Donc, une catégorie d'âge. ماشي une catégorie d'âge, avec un niveau d'instruction. Le minimum, c'est le baccalauréat. Donc, ça, c'est un exemple de segmentation de marché. Hein. Je pense que c'est clair. Par exemple, l'industrie de l'habillement. L'industrie de l'habillement, une entreprise, il peut se spécialiser uniquement dans tout ce qui est habillement, de liaison les enfants. Uniquement l'habillement des enfants. Ou les hommes. C'est-à-dire qu'il va se spécialiser pour les costumes, des pantalons avec des vestes, etc. C'est une segmentation du marché. Après la segmentation, il y a le ciblage. C'est-à-dire, on a segmenté le marché du point de vue théorique en utilisant les critères que je viens de vous citer, le critère géographique, le critère sociodémographique, le critère psychographique et l'analyse aussi du comportement d'achat. Deuxième étape, il vient le ciblage. C'est une stratégie de couverture d'un marché après la segmentation. Donc, il vient juste après la segmentation. Il y a le ciblage par concentration. Donc, on va les énumérer et puis on va les expliquer en détail. Il y a la concentration, la spécialisation par produit, la spécialisation par marché, la spécialisation sélective et la couverture globale. Donc, on est en présence de 5 critères qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle le ciblage, mais après avoir segmenté le marché. Et on va les illustrer à travers des représentations graphiques. L'illustration, ça va se faire selon une illustration graphique. Regardez s'il vous plaît au niveau de cet acétate-là. Donc la concentration, on va se concentrer sur un couple produit-marché. Comme vous le voyez ici, il y a une gamme de produits théoriques P1, P2, P3 et il y a 3 types de marchés. Mais là, on va se concentrer essentiellement sur le couple produit-marché. Par exemple, P2 et M2, le produit P2 qu'on va écouler sur le marché. Mais quelles sont les entreprises qui recourent à ce type de ciblage-là? C'est essentiellement des entreprises, comme vous le voyez ici, dans cette partie-là, juste à droite, les entreprises qui disposent des ressources
limitée. Limitée parce qu'ils n'ont pas la possibilité de couvrir toute la gamme du produit hein, relative à ce secteur d'activité-là. Ils ne peuvent pas faire la couverture de l'ensemble des marchés, et M1, M2 et M3. Et généralement, ça se fait le ciblage sur des segments qui ne sont pas encore exploités, c'est-à-dire des segments inexploités. Et la configuration, il se présente dans ce cas précis pour le ciblage. Deuxième critère de ciblage, la spécialisation sélective. Qu'est-ce que ça veut dire spécialisation sélective? Ce que vous avez dans ce cadran-là, on cible les différents segments par des produits spécifiques. Les différents segments-là, on va les cibler par des produits spécifiques. Par exemple, P2 pour le segment ou le marché M1, le P3 pour le marché M2 et le P3 pour le marché M3. Et cette stratégie, il s'applique essentiellement dans un objectif bien précis, celui de réduire le risque. C'est comme s'il s'agit d'une stratégie de diversification, on diversifie, c'est-à-dire on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc ça permet de réduire le risque. Par exemple, je vous donne un exemple. Une entreprise qui opère dans le secteur industriel, supposons qu'ils vendent des treuils ou qu'ils vendent par exemple des perforeuses. Et les perforeuses, ils sont utilisés soit par des particuliers, il y a des gammes de produits, des perforeuses qui sont utilisées par des particuliers. On les utilise par exemple pour accrocher par exemple, je sais pas, des tableaux, là, pour accrocher des choses au mur. On peut les utiliser pour faire du bricolage, mais à la maison. Il y a des perforeuses aussi qui sont utilisées dans des bureaux qu'on utilise avec du papier, pour perforer du papier. Mais il y a aussi des perforeuses qui sont utilisées dans le milieu industriel, par exemple, qui vont servir à faire des trous dans des blocs ou des tôles en acier ou là, en fer ou là, en aluminium. D'accord? Donc, chaque type de produit, il est destiné à un type de marché. D'accord? Chaque type de ces perforeuses, c'est des gammes de produits ensemble. C'est le même objectif, la même destination, mais elle est divisée selon le type de marché. Le marché, les ménages, les particuliers, le marché par exemple des artisans comme les menuisiers, que ce soit dans le domaine de la menuiserie aluminium ou la menuiserie du bois, puis le marché des industries, si vous voulez, lourdes, comme par exemple lorsqu'on travaille la tôle en fer ou en aluminium ou en acier, l'industrie aéronautique, là on utilise des grandes perforeuses. Est-ce que vous avez compris? Donc là il y a une diversification, et cette diversification, au niveau des produits, au niveau des marchés qui sont ciblés, il permet de réduire le risque. Oui, monsieur. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a troisième spécialisation par marché. Donc, qu'est-ce qu'on a par marché? On va se spécialiser, mais cette fois-ci, sur un seul marché. Toute la gamme de produits P1, P2 et P3, il va être destiné à un seul marché, le marché M1. Le marché des perforeuses, on va se spécialiser uniquement le marché industriel. On va le livrer qu'à des industriels qui traitent par exemple les tôles, que ces tôles soient en acier ou là, en fer ou la menuiserie du bois, mais on va cibler uniquement le marché industriel.
Donc, spécialisation par marché, plusieurs produits pour le même marché, notion de gamme de produits. C'est-à-dire, il y a ouais, la gamme du produit, mais pour un seul marché. J'espère que vous visualisez bien ce qui est dans le tableau, parce que ça illustre euh, d'une façon Oui, claire monsieur. et nette. Hein? Oui, Oui, on le voit, monsieur. parfaitement. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous illustrer avec un exemple, hein? Un exemple cette configuration, la dernière configuration qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire la spécialisation par marché. Je sais pas, vous faisant appel à votre culture générale, à les stages que vous avez pu effectuer, ou faisant référence à vos lectures, hein, donnez un exemple compatible avec cette configuration. C'est l'industrie agroalimentaire. Dans l'industrie agroalimentaire, on a toute une gamme de produits qui peut être destiné à un seul marché. Ou le marché, par exemple, des ménages. Une société qui fait مثلا conserve de poisson, ولكن en même temps, il fait le conserve je sais pas, d'autres légumes. مثلا, je sais pas, du hashish. ديال الماكله ديال المشاش داك البواصون الخاسر كيديروه المشاش. ولكن هنا ما بقيناش un seul marché. L'essentiel. Bon, j'ai pensé à ça d'une manière intuitive. Je me suis dit, maintenant, oublions concept de poisson. Concentrons sur un autre produit. Maintenant, le produit d'hygiène. Le produit d'hygiène. Maintenant, des dentifrices ou des, des brosses à dents ou les choses. Qui n'a que les je ne vais pas livrer. Mon marché, ça serait uniquement les pharmaciens. Je livre uniquement les pharmaciens. D'accord? J'ai toute une gamme de produits, mais je vais livrer uniquement à des pharmaciens. Donc, il y a toute une gamme de produits qui est destinée uniquement à un seul marché. D'accord? Oui, monsieur, oui. Les produits d'hygiène. Les médicaments, qui sont les médicaments, qui sont les gammes de produits, les médicaments, mais c'est l'industrie pharmaceutique, qui sont les antalgiques, qui sont les antibiotiques, qui sont les anti-inflammatoires, qui sont les produits diététiques, qui sont les produits esthétiques aussi, qui sont vendus au niveau des marchés. Mais là, mon marché, les pharmacies. Les produits diététiques ou les produits esthétiques, là, pas seulement les pharmacies, mais je peux livrer à des parapharmacies, je peux même livrer maintenant à des grandes surfaces de vente, je peux même livrer à des détaillants. ماشي مشكل. حيت كاينين des produits d'esthétique, مثلا je sais pas, la peinture des ongles ولا شي حاجه ولا pour les cheveux بالنسبه les femmes, ils peuvent les acheter auprès d'un grossiste ou là les chercher auprès de la pharmacie. هنا j'espère que l'idée a passé. L'essentiel, c'est une illustration de ce qu'on appelle spécialisation par marché. Toute une gamme de produits pour un seul marché. C'est une technique de ciblage. Et après, vous avez une spécialisation par produit. Par produit, c'est-à-dire un seul produit, mais qui couvre l'ensemble des marchés. Ce que vous avez ici en haut. Donc, un seul produit, le produit P2, mais qui est destiné à 3 segments de marché, M1, M2 et M3. Exemple, c'est l'exemple que je vous ai cité auparavant, les porphyreuse qui n'a une seule gamme de produits, mais qui est destiné les 3 marchés. Je pense, je dois chercher à illustrer par un autre exemple là. Bon.
Est-ce que quelqu'un parmi vous a un exemple? Il peut les illustrer à travers un exemple, le cas de spécialisation par produit. Maintenant, le marché de carton. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Je crois un même produit, on peut le livrer à toutes les sociétés. C'est ça? oui, c'est juste ce que vous venez de dire. Mais j'aimerais bien que vous me donniez une illustration à travers un exemple concret. Maintenant, Hum, Non, j'ai pas d'exemple. Maintenant, le marché du papier, l'industrie papier, du carton et du papier. Il est destiné, le gars, les marchés. Il est destiné les ménages, lorsqu'ils achètent par exemple fourniture scolaire pour leur progéniture, les enfants d'Yéna. Il est destiné aussi des particuliers, hein, les professions. Il est destiné aussi l'industrie. L'industrie utilise le carton maintenant et le papier, le carton pour l'emballage, etc. Donc un même produit qui est le carton, mais qui est destiné à plusieurs types de marchés, à des particuliers. Mais, monsieur, Oui, mais qu'il y a un danger pour ce genre de spécialité. Si jamais le produit ou voilà, ça fait que ça va d'accord. Si jamais ou la l'obsolescence. effectivement. Mais c'est dangereux d'utiliser ce genre de spécialisation. Effectivement, c'est d'ailleurs, il est déjà souligné. Donc, le danger, c'est que vous comptez uniquement sur un seul produit. Donc, ça nécessite normalement qu'il y ait de la veille, ce qu'on appelle la veille stratégique. C'est-à-dire qu'il faut être aux aguets, dire la possibilité d'imma l'obsolescence du produit. Qu'est-ce que ça veut dire obsolescence? Oui, l'obsolescence, il y a le sang, ça se coupe là. Bon, l'obsolescence, ça veut dire Monsieur, tout simplement c'est un produit, est déjà dépassé. par quoi il est dépassé. Le temps, monsieur, la valeur, le temps. Oui, pardon, oui, Oui, par le progrès technique, le dépassement par le progrès technique. Alors, je vous ai donné un exemple. Vous vous rappelez, les secrétaires auparavant, ils faisaient avec la frappe, ils tapent avec les documents d'Yalom, elle a la machine à dactylographie, dactylographie qui déroule, en tout cas, le temps, quand la dactylographie a des secrétaires ou qui développait une certaine dextérité في leur tâche là. Mais la dactylographie, il est dépassé actuellement par les laptops. Ils doivent directement sur des laptops. Le tableau noir, il a créé, il est dépassé actuellement par quoi? Par les marqueurs et le tableau blanc. D'accord? Les appareils photo pour les particuliers d'abord, ils ne sont pas. ماشي الواحد غادي يمشي يشري نيكون ولا غادي يشري هذاك. Il peut utiliser. 10 تصاور وكتلاح ديك جوتابل كتصور 10 تصويرات. وي كاين جوتابل كاين بزاف. دونك هنا كانت ليسونسيال بان حتى مثلا البورتابل خلى لا راديو خلى لاباري فوتو خلى هذاك الشيء تو سكي مثلا اجندا ولا هذاك اون بو لو فير تو سور ان كوا sur un cellulaire ou là, un téléphone portable. Donc, les anciens produits sont dépassés par quoi? Par le progrès technique. Cela veut dire qu'ils sont devenus démodés. Hein? Démodés, la voiture. مسيو صافي ولا عندنا جي بي اس التليفون بقينا نحتاجوه. وكاينين des métiers qui sont devenus obsolètes. مثلا في الدومين ديال اللوجيستيك في الدومين ديال اللوجيستيك تو سكي رابور مع الترونسبور مثلا روتيي ولا ايريان ولا هذاك شنو كانت واحد الميتي سميتها ان ريبارتيتور هو كيشد مثلا البارك ديال لي كاميون وديال الطوموبيل اللي كان عند لونتربريز وكيدير لي زافيكتاسيون. هذيك لي زافيكتاسيون يدير مثلا واحد غادي يدير ان شارجمون لوطر il va faire un déchargement. Il doit optimiser, c'est-à-dire le coût de transport وحتى les distances, il doit les optimiser. Il le fait sur la base de quoi? ديال la carte routière.
واش دابا باقي محتاجين الكات روتيير ونديروا لوبتيميزاسيون. كاين جي بي اس في نامبورت كيل مومون عندك هذاك الموين ترونسبور الى الجي بي اس راه هو شنو كاين التكنولوجي لا تكنولوجي دو تريونغولاسيون ان ريبيراج بار تريونغولاسيون كو vous connaissez كاين لوبجيكتيف كاين الساتليت وكاين c'est-à-dire la cible ou quelle la personne. Donc, il peut la dicter à n'importe quel moment. Même le métier, il y a des métiers qui vont devenir obsolètes. Ouais. Avec les nouvelles technologies de l'information, ce qu'on est en train de faire actuellement, il pousse vers quoi? Vers ce qu'on appelle la formation distancielle ou la non présentielle. Donc, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé d'être dans des locaux pour assurer maintenant des cours. Là. Donc, le métier classique des enseignants, il va devenir comment? Obsolète. Ça, c'est pour l'explication du terme obsolète. Donc, dans le cadre de la spécialisation par le produit, il faut faire attention à quoi? Au risque d'obsolescence. C'est pour cette raison ça nécessite toujours une veille, le suivi des changements de l'environnement. Et ce risque, il peut, c'est-à-dire venir de quoi? Il peut venir des changements aussi des goûts des consommateurs. Couverture globale. La couverture globale, c'est ce que vous avez en bas. La couverture globale, c'est-à-dire toute la gamme de produits attaque l'ensemble des segments. On va attaquer l'ensemble des segments avec les produits spécifiques pour chaque marché. On va attaquer tous les segments que vous voyez ici avec des produits spécifiques. Et pour chaque marché, ça s'appelle un ciblage par quoi? Par la couverture globale. Est-ce que c'est compris cette partie? Oui. Monsieur, donc stratégie ciblage, ce type de stratégie, cette stratégie ciblage, c'est la meilleure? Non, elle n'est pas la meilleure. Elle n'est pas la meilleure. Ça dépend normalement de la nature de votre produit, de votre prestation de service. C'est-à-dire vous arrosez, là on arrose tout le monde. On arrose tout le monde, mais c'est pas la meilleure. Oui. Alors, machine, forcément, c'est elle qui va réaliser le maximum. Ça dépend de l'activité et la nature du produit ou de la prestation de service que vous allez assurer. Il y en a ceux qui sont plus adaptables. Maintenant, le secteur, ils ne sont pas adaptables à notre secteur. Tu peux pas faire ça. Maintenant, pour l'industrie, le secteur industriel, tu peux pas faire le ciblage de cette façon-là. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Oui, monsieur. Oui, merci. Je vous en prie. Il est adaptable, le ciblage, il est adaptable. Elle a le projet que vous allez réaliser. Mais vous, en tant que futur, Inch'Allah, entrepreneur, parce que le cours ou l'entrepreneuriat, vous avez une feuille de route à suivre. La feuille de route, oui. Le départ, on définit quel est notre projet. Quel est le projet que vous allez assurer. Le projet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui existe auparavant, qui existe déjà, et vous avez pu dénicher l'opportunité, vous voulez profiter de l'existence de cette, comme on l'a dit, l'aubainerie, où là, vous avez fait preuve de la créativité, de l'innovation, etc. C'est un produit innovant que vous allez écouler sur un marché. Il est qu'un produit innovant, ça ne se traite pas de la même manière qu'un produit déjà existant sur un marché déjà existant. Qui est un produit non existant. Un produit non existant. Et vous allez innover pour le créer. Et vous allez le faire sur un marché déjà existant. Ou un marché qui n'existe pas. Il y a qu'un marché qui n'existe pas et vous voulez créer, vous devrez penser à une campagne publicitaire très agressive.
Parce que même si vous avez le meilleur produit, la meilleure prestation de service, mais dont personne ne connaît l'existence, ou là vous communiquez mal, personne ne va s'intéresser à ça. Donc la communication, elle est indispensable. D'ailleurs, on va détailler tout ça lorsqu'on va aborder la politique, les 4 P du marketing mix. Après la segmentation et le ciblage, on doit se positionner. Positionnement. Ce qu'on appelle le positionnement, ce que vous avez ici. Le positionnement est la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit de consommateur cible. C'est-à-dire, on a segmenté, mais on ne va pas s'intéresser à tous les segments de marché. On va se positionner sur une catégorie de notre clientèle et sur un produit et sur l'image qu'on veut véhiculer à travers ce produit afin d'ancrer, d'enfouisser le produit dans le cerveau des consommateurs cibles. Le positionnement, c'est pas comme la segmentation. La segmentation, elle était basée sur des critères qu'on a cités auparavant. La segmentation, elle est basée sur le côté géographique, le critère socio-démographique, le côté de comportement, etc. Et je vous ai cité quelques critères concrets, catégories socio-professionnelles, tranche d'âge, genre masculin, féminin. On peut segmenter aussi par d'autres critères. Maintenant, vous vous rappelez, je vous fais un petit rappel. La segmentation, mais le positionnement. La segmentation, les critères d'elle là, c'est ce que je vous ai cité. Où il consiste à morceler, à découper le marché en des sous-ensembles distincts et homogènes. Le positionnement, il va se baser sur quoi? Sur ce que vous voyez, il va se baser sur le produit, il va se baser sur le prix, il va se baser sur l'innovation, le mode de vente, il va se baser aussi sur l'image symbolique de communication. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Donc, le positionnement a une relation forte avec marketing, n'est-ce pas? Il a une relation forte avec le marketing. Lorsqu'on fait l'étude de marché, ou analyser la demande, analyser l'offre, la segmentation, ciblage, positionnement, 4 P de marketing mix, c'est le cœur du marketing. Le cœur du marketing. Il y a la partie de l'étude de faisabilité. N'oubliez pas, vous ne devrez pas oublier l'objectif le cours de l'entrepreneuriat. De vous sensibiliser, de vous faire passer la culture de l'entreprise, si vous voulez, mais en même temps, l'objectif ultime de cours, c'est que vous soyez capable de confectionner, c'est-à-dire de monter des études de faisabilité. Au l'étude de faisabilité, alors je vous ai déjà donné l'architecture. Vous définissez avec précision votre projet, vous devrez le définir. C'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous déterminez aussi votre marché, ce qu'on appelle la délimitation de votre territoire d'intervention stratégique. Et puis, vous, en tant qu'entrepreneur, vous présentez quels sont ces promoteurs. Vous devrez faire attention à ce qu'on a vu auparavant. Lorsqu'on veut entrer dans l'entrepreneuriat et on veut s'associer, il y a des risques. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Il faut optimiser parce que c'est parmi les causes de l'avortement anticipé. Si on n'a pas bien choisi avec les associés. Vous vous rappelez avec les statistiques? Oui, monsieur. Les statistiques post-mortem des entreprises. Donc il faut faire attention à ça. Deuxième étape, c'est l'étude de marché. L'étude de marché,
خصكم تعرفوا شنو هي الدوزيام ايتاب ديال المارشي اناليز لا دوموند اناليز لوفر دابا حنا كناناليزو في لوفر ou déterminer, on a déterminé parce que l'objectif c'est la détermination du chiffre d'affaires prévisionnel. بغيتي تقول اشنو ملي غادي دير ليتود faisabilité. Je vous ai dit d'ailleurs de faire un type TP qui consiste tout simplement à choisir un petit projet ou نديروا واحد l'étude faisabilité sur 15 ou la 20 pages. غادي تكون هي la première, mais déjà هذه c'est une compétence que vous allez acquérir. C'est une compétence. Donc là, la segmentation, le ciblage, le positionnement. Le positionnement, les critères d'IELA, on se positionne sur un produit, ou un prix, ou l'innovation, le mode de vente aussi, l'image symbolique de la communication. Une fois qu'on a fait ça, donc, lorsqu'on va aborder la politique des prix ou les 4 P du marketing mixte, le produit, le prix, etc., la communication, la distribution, on va détailler qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, les prix qu'il faut pratiquer. Les prix qu'il faut pratiquer. Est-ce qu'on va pratiquer les prix et s'aligner sur la concurrence ou là, on va faire ce qu'on appelle une politique d'essaimage, etc. On va voir tout ça en détail. Le schéma, pour l'instant que vous devrez retenir, c'est la définition de la segmentation avec des exemples, le ciblage et les critères de ciblage avec des exemples, et dernière opération, le positionnement. Par exemple, le domaine de la restauration. La restauration, là, on va segmenter le marché. Maintenant, la restauration, comment on va le segmenter? On va le segmenter sur la base de la catégorie socio-professionnelle. Hein? Quelles sont les personnes qui vont fréquenter les restaurants? Après avoir fait l'emplacement, qu'est-ce qu'on cible? Le ciblage, plutôt la catégorie socio-professionnelle, l'âge, les paramètres qu'on peut prendre en considération. C'est en fonction de ça qu'on va déterminer qu'on va se positionner. Maintenant, la restauration, on va se positionner maintenant tout ce qui est cuisine ou la gastronomie maintenant française ou la asiatique ou la cuisine maintenant traditionnelle marocaine, etc. Donc, le secteur de la restauration, on peut procéder. Donc, on est là de se positionner sur un type de produit, domaine de la restauration. On l'a segmenté du point de vue de une catégorie socio-professionnelle qu'on veut cibler. Qu'est-ce qu'on cible? On cible maintenant les touristes. Quel type de touristes? Les touristes, le tourisme interne ou le tourisme maintenant des étrangers qui vont visiter le Maroc. Le cas, on va se spécialiser dans quel... Ou là, on va dire le ciblage, on va dire tout, les segments pour les différents marchés. On fait le ciblage par couverture globale. Après, on fait le positionnement soit par produit, soit par prix, soit par innovation, etc. Bon, là, j'ai perdu le fil. Là, les actions commerciales. Les actions commerciales, ils vont se décliner à travers les 4 P du marketing mixte. C'est-à-dire la politique de produit, la politique de prix, la politique de la distribution et la politique de communication. Pour la politique des produits, donc on a un produit, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour bien élaborer
notre politique du produit. Donc, politique de produit, voilà les types de questions. Quelles sont les caractéristiques de votre produit par rapport à ceux de vos concurrents? Déjà, vous devrez répondre à cette question. Quelles sont les caractéristiques de votre produit par rapport à ceux de vos concurrents? Quels sont les avantages et les inconvénients de votre produit par rapport à celui livré par vos concurrents? Donc, vous devrez vous poser cette question. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, en d'autres termes, c'est-à-dire, est-ce que c'est un produit existant ou bien c'est un produit nouveau? Il est un produit nouveau, mais est-ce que ce produit nouveau, il répond à quel type de besoin? D'accord? Un produit nouveau pour répondre à quel type de besoin. مثلا نقولوا في l'industrie ديال التوريزم مثلا un produit nouveau بحال مثلا كان بكري الناس كلشهم كيطابليو بور لو توريزم ديال بون نقولوا كليماتيك ولا géographique ou ils vendent quoi? Ils vendent le littoral, ils vendent par exemple des régions montagneuses, etc. D'abord, ce qu'on appelle le tourisme culturel. Maintenant, tout ce qui est ce qu'on appelle vente, ce qu'on appelle patrimoine immatériel d'une nation. Il y a maintenant le folklore, il y a les monuments historiques, il y a ce qu'on appelle le tourisme culturel. Ceux qui ont ou là le tourisme écologique, donc il s'agissait d'un produit nouveau. Mais dans mon temps, le tourisme pour des considérations purement climatiques, pour le littoral ou les régions montagneuses, parce qu'il y a plusieurs, comme disent le langage l'expression, des aménités écologiques. D'accord? Mais d'abord, il y a plusieurs types de tourisme. Généralement, كانوا الناس كيبونسيو لي غران ستركتور في اللوتيلري وداك الشيء ولكن مع الاخر سميتهم هذوك لي في مراكش مثلا في مراكش كاين سكون ابل لي زوبيرج لي زوبيرج ولكن فاش كيدوا في الرياضات شداهم الناس ils bien aménagé, bien structuré, فيها لا كولتور ماروكان فيها حتى le décor l'aménagement interne كله فيه les produits ديال l'artisanat ديال الماروك etc. ولات عندهم واحد l'attractivité. Donc الناس ils ont introduit واحد un produit nouveau mais dans un marché déjà existant, celui ديال le tourisme. Oui, merci monsieur. Un produit nouveau اللي فيه l'innovation قبل ما يكون مثلا لي بورطابل راه كان تليفون فيكس ولكن جا ان برودوي نوفو اللي فيه بزاف l'innovation هما لي بورطابل mais qui répondent à un marché déjà existant. شنو هو المارشي اللي déjà existant هو celui de la téléphonie. D'accord? Donc quelles sont les caractéristiques مثلا اللي داروا هذا اشنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو بورطابل بارابور الفيكس ديجا الا بغينا نخرجوا شنو هما لي زافونتاج هو toute personne elle est joignable à n'importe quel moment في n'importe quel endroit. Le fixe c'était l'obligation comme son l'indique, le fixe il est fixe à un endroit, il n'est pas ambulant qui veut dire. D'accord? Il n'est pas mobile. Ah oui. Quel est l'autre avantage? Les avantages du fixe, vous n'avez pas d'autres fonctionnalités que le fixe. Vous n'avez pas l'appareil photo, vous n'avez pas l'agenda, vous n'avez pas un bloc-notes, vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités. Donc les questions qu'il faut se poser dans la politique du produit, quelles sont les caractéristiques de votre produit par rapport à ceux de vos concurrents?
quels sont les aspects positifs et négatifs, avantages et inconvénients au regard des distributeurs, des consommateurs, présentation, performance, garantie. C'est-à-dire l'image que ce produit au regard des distributeurs. Parce que vous pouvez être producteur, ça vaut le produit, mais vous confiez la distribution à une entreprise externe. Donc, l'image ou là, les aspects positifs et négatifs qu'a votre produit chez les distributeurs, les consommateurs. Donc, ce type de questionnement-là, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on trouve des réponses. Auriez-vous un produit ou une gamme? Plusieurs produits ou plusieurs gammes. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un seul produit ou une gamme de produits qu'on l'a vu? Donc, à ces questions, il fallait absolument répondre. La politique, maintenant, on a vu la politique de produits. Maintenant, le marché de la restauration, le restaurant, on ne va pas penser, vous n'allez pas penser à un restaurant de renommée internationale. Vous allez vous positionner au niveau de quoi? Il y a les fast-food, مثلا un café snack. Vous dites, أنا غادي ندير un café snack. Ça هو داخل في الدومين ديال la restauration. Et dans ce café snack, voilà la gamme de produits que je vais assurer. Maintenant, je vais faire, je sais pas, des sandwichs ou des tagines ou des grillades, maintenant, de poisson ou et après, je vais faire parallèlement à cette activité, l'activité du café. D'accord? Donc, vous êtes là. Et ouais, donc, snack. Oui, d'abord, snack, il faut déterminer tout d'abord ce qu'on appelle la liste plutôt des mets. La liste des mets, c'est-à-dire la liste les produits que vous allez, ou les repas que vous allez assurer. Par exemple, je ne sais pas, vous allez faire du tagine à la viande hachée ou la tagine, je ne sais pas, de l'agneau, etc., ou des sandwichs, etc. Vous devrez lister tous les produits et les prestations du service que vous allez assurer à travers ce qu'on appelle le menu. Avec le menu, c'est plutôt la liste des mets. La liste des mets. Donc, une fois que vous allez faire ça, vous allez éventuellement passer par le truchement d'un questionnaire. Vous allez vous implanter, par exemple, dans quel endroit. Et les personnes qui vont visiter votre café snack, quel budget, le budget maximum qu'ils peuvent dépenser par repas. Est-ce qu'ils vont au-delà, par exemple, de 35 dirhams, ou la plus, ou la moins? Donc, à toutes ces questions, vous devrez répondre. Et combien de mets vous allez vendre le jour? Ce qu'on va vendre le jour, mais chez moi, ce qu'on va vendre la nuit. Hein? Et vous devrez déterminer le chiffre d'affaires par type de produit. Par type de produit. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, dans ce type-là, on peut se spécialiser dans et se positionner dans une catégorie déterminée. La restauration, il y a les hôtels, qui est la restauration, la grande restauration de renommée. Et dans la restauration, on peut se spécialiser dans un type de cuisine, maintenant la gastronomie, comme je le dis, française, ou la marocaine, ou la italienne, etc. Donc, comment vous vous situez, vous, par rapport à la concurrence? Alors, qu'est-ce qui va vous démarquer par rapport à vos concurrents? Et vous devrez répondre pourquoi. Quel est le niveau de prix que vous allez pratiquer pour chaque type de produit? Et comment vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence? Vous allez faire un café snack. À combien vous allez vendre, par exemple, un tagine aux légumes et à la viande d'agneau? À combien vous allez, le prix que vous allez vendre
par exemple un tagine de la viande hachée. Donc vous déterminez les prix. Monsieur, s'il vous Oui. plaît, Oui. monsieur, il faut tout d'abord voir les autres prix des autres snacks. Il ne faut ni augmenter le prix ni diminuer. Sinon, vous voyez, Mais vous pouvez vous démarquer par rapport aux concurrents en disant que vous offrez quelque chose de spécial qui Oui. est largement. Elle est justifiée par l'endroit, par Oui. la propreté ou l'hygiène, hein, Oui, par monsieur. le décor, c'est-à-dire l'aménagement que vous allez faire. L'aménagement, ou des cadres, vous ciblez les cadres supérieurs ou là à budget moyen, مثلا. Ça dépend, ماشي بحال un quartier industriel ou là. D'accord. Oui, Donc, monsieur. bon, il faut contourner avec et après, vous faites avec la liste des mets où كل واحد مثلا la moyenne qu'un Marocain, il paye pour un sandwich de la viande, par exemple, hachée ou des saucissons ou je sais pas, du foie ou c'est le maximum. Ça peut aller entre 35 dirhams jusqu'à 50 dirhams. D'accord? Donc c'est à vous de vous préciser, de justifier le prix que vous pratiquez. Maintenant les pizzerias, c'est la même chose, qui ne vendent pas d'écart. ما يعطيكش مثلا 4 ديال البيتزا ولكن كاين qui se permettent de vendre des cartes de pizza. كاين اللي عاوتاني la haute gamme, vous pouvez acheter par exemple une pizza pour 2 personnes ou هذاك à 60 dirhams quand vous pouvez l'acheter à 150 dirhams ou là à 200 dirhams. Là, il faut justifier avec le prix 7 dirhams quand vous pouvez prendre le même café, par exemple un espresso à 15 dirhams. Oui ou non? Oui, monsieur, mais ça dépend de l'endroit. À l'endroit, ou l'aménagement, les paramètres. Donc, vous devrez justifier le prix. Comment vous situez-vous par rapport à la concurrence et vous devrez dire pourquoi. 3 méthodes pour la fixation des prix, soit selon les coûts de l'entreprise, là c'est la notion le seuil de rentabilité, soit en s'alignant sur la concurrence, soit selon la demande. Donc ces 3 techniques-là pour la fixation des prix. Ça, c'est en ce qui concerne les prix. Maintenant, en ce qui concerne la politique de distribution. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a survolé auparavant? Y a-t-il des questions? Non, monsieur, non, merci. Non, monsieur, non. Alors, donc, oui, politique de distribution. Quels sont les canaux? La question auquel on doit absolument répondre, indiquer quel type de canaux ou canal de distribution que vous comptez utiliser pour la distribution de vos produits. Est-ce que vous allez utiliser un circuit de distribution qui est court ou un circuit de distribution qui est lent? Comment vous allez distribuer votre produit? Dans quel endroit ou des points de vente vous allez déposer ce que vous allez produire? Donc, indiquez quels sont les canaux de distribution que vous comptez utiliser pour la distribution de vos produits. Est-ce que vous allez uniquement vous implanter au niveau d'un seul endroit ou vous allez couvrir l'ensemble de le territoire géographique? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je crois que ça dépend le nombre d'achats, n'est-ce pas? Ça dépend du produit et ça dépend de la segmentation que vous avez effectuée et le ciblage, la population cible. Est-ce que vous comptez sur votre propre circuit de distribution? Vous allez maintenant faire une franchise, BIM, il est éparpillé partout, hein, les quartiers, parce que le ciblage leader, ou là, les grandes surfaces de vente. بحال مثلا مرجان ولا هذاك السوق اسواق السلام ولا هذا عندهم واحد leur propre politique d'implantation ولا
d'implantation, là où ils distribuent, ou donc les entreprises, ils distribuent où? Est-ce qu'ils vont distribuer maintenant les grossistes ou les détaillants ou les grandes surfaces de vente ou là غادي يديروا مثلا يبداو يديروا la vente au magasin ديالهم في le propre magasin ديالهم يعني ils vont produire ou ils vont vendre في les magasins ديالهم c'est-à-dire l'achat usine même les particuliers ils peuvent se déplacer périodiquement l'usine pour effectuer des achats. Est-ce qu'il y a le genre de pratique? On peut penser à ça. D'ailleurs, qu'il y a toute une matière la stratégie ou le marketing de distribution. Où on sent vos contacts avec ces canaux, c'est-à-dire les canaux de distribution déjà existants et que vous allez utiliser. Quelle est la nature de vos contacts معهم؟ انت عندك un produit وغادي distribuer. Supposons que c'est une meilleure distribution. On va prendre illustrer sur un cas بحال هذا مثلا هما les drogueries مثلا. Alors pour pouvoir placer vos produits à les drogueries, c'est qu'on a déjà un contact معهم, un bon contact معهم باش تحط عندهم un produit, ils font par la suite هما la distribution. Donc il faut penser إما vous allez vous-même faire votre propre réseau de distribution ou là vous comptez sur un réseau de distribution déjà existant ولكن هنا il faut c'est-à-dire leur faire miroiter des bonnes conditions pour essayer de les impliquer dans votre stratégie de distribution. Il y a des pourparlers, des négociations qui vont se faire avec les distributeurs potentiels. Essentiel, on peut imaginer pas mal de choses concernant la politique de distribution. Quels sont les délais et les modes de règlement de ces canaux? Les canaux de distribution. Des produits et vous allez le déposer auprès de votre distributeur. Imaginons que c'est une droguerie. Une droguerie. Droguerie, il va vous payer immédiatement. Ou là, il y a un délai de paiement. Un délai de paiement, monsieur. Le délai de paiement, on va négocier, mais le délai de paiement, il faut faire attention. Il faut se rappeler le délai de paiement, il faut bien le négocier. Limiter, monsieur. Limiter le délai. Voilà. باش تجيري مزيان quoi? Les besoins en fonds de roulement ديالك. Plus tu encaisses rapidement, plus c'est mieux. Si tu encaisses tardivement ou tu es engagé des frais que tu payes dans les médias, oui. Ça va t'asphyxier sur le plan des besoins en fonds de roulement. Donc, les rapports substantiels de force entre l'entreprise et les distributeurs, il va dépendre de quoi? Va dépendre de la nature du produit. Qu'il غادي يقول لي خلصني دابا باسكو انا عارف بان البرودوي ديالي راه مبيوع. كي غادي يقول ليه نو خصك تعطيني خصني ضروري نعطي ان ديلي دو بايمون وخصني ندير معاهم ان بون كونتاكت ونعطيهم ميم دي كادو بار لا سويت في فان داني دي كادو بوبليسيتير باش نتيسي معاهم دي بون رولاسيون وتبقى عندي اون بريزونس معاهم لان كاين اللي غادي يقول لك ما نشدش من عندك هاد لي برودوي راه عندي ديجا هو باغي يبيع البرودوي ديال كلكان اللي تعرفو. C'est pour cette raison qu'il faut tisser des bonnes relations avec son réseau de distribution. Et ça dépend, comme je le dis, toujours de la nature de l'entreprise. De la nature de l'entreprise. Mais forcément, كلهم غادي يدوزوا من عند des circuits de distribution classiques. Oui. Il غادي يدوزوا من circuits de distribution les spécialisés. Maintenant, un médicament, je suis pharmacien ou une entreprise ou une molécule traiter les symptômes déterminés. مثلا un calmant. مثلا كي تريتي نقولوا هاد شي حاجه ديال العدا بور مع الغيوم ولا مع سميتو هذاك لا غريب. Par quel moyen?
comment vous allez, est-ce que vous allez vendre sur place ou là, on dit qu'on a un moyen de transport et vous allez vous déplacer pour distribuer. Maintenant, je sais pas, les nouvelles, je sais pas, j'invente ou là, parfois je fais référence à mon expérience. Des ingénieurs dans le domaine de l'agronomie ou bref, il veut vendre des produits, on les appelle comme ça, les produits phytosanitaires, c'est-à-dire qui traitent les plantes, les produits phytosanitaires, hein, des produits traités les maladies des plantes. Alors, comment il va les vendre? Des réseaux spécialisés où le Radimchi se déplace pour faire des démonstrations et de convaincre avec les grands propriétaires terriens ou les cultivateurs, etc. Donc, il doit répondre à ce type de questions. Selon. S'il est vécu, bon, envisager de vendre directement, s'il est vécu une force de vente, s'il est prévu une force de vente, indiquer son nombre, sa structure, son type de rémunération. Si dans votre projet, vous êtes forcé de recruter des personnes qui vont vendre, vous devrez absolument déterminer quel est leur effectif, leur nombre, leur structure et quel type de rémunération, c'est-à-dire quel type de rémunération, c'est-à-dire comment vous allez les payer. Généralement, la force de vente, ماشي la force de vente اللي كنديروها بالنسبه لي produits cosmétiques هي اللي غادي نديروها la vente des produits industriels. Supposons que moi je vais vendre maintenant, je sais pas, غادي livrer des produits des entreprises qui opèrent dans le secteur du bâtiment. غادي vendre des chariots, plutôt les treuils, comment on les appelle, des treuils, hein, ou là des bétonnières plutôt, des bétonnières, ou là des vibreurs, des compacteurs, etc. C'est des choses qui sont livrées à des entreprises qui opèrent dans le domaine du bâtiment. Je veux recruter des personnes, des vendeurs. Comment je vais les recruter? N'importe comment, le premier venu, je vais vous vendre des produits, un chariot, comment il appelle, la treuille ou la smith, ou la bétonnière, ou le compacteur, un rouleau compresseur, ou je sais pas, ou un camion ben, etc. Ils se vendent de la même manière? Non. Là, il faut recruter des technico-commerciaux, c'est-à-dire des gens qui ont l'aptitude d'argumenter, mais en apportant des arguments techniques. ماشي uniquement بحال اللي كيكون في les produits cosmétiques مثلا خصو يكون un beau parleur خصو هذاك فهمتي les produits polyvalent monsieur. خصو يكون un technico-commercial. بالنسبه لي برودوي اندستريال انتوما الا بغيتو ديروا اون انتربريز في الباتيمون وبغيتي تاشتي مثلا دي كاميون بان وبغيتي تاشتي مثلا دي شاريو اليفاتور ولا ما عرفت شنو ولا ديروا له كومباكتور ولا دي مارتو بيكور واش غادي تشريهم نيمبورت كومون نعم تاخذهم على حساب دي كريتير ولكن انت غادي تفوندي انت ان فوندور ديال هاد لي زيكيبمون واش غادي تجي لعند ان اونتربرونور في الباتيمون كومون tu vas le convaincre غادي تقول ليه فوالا هاد الرولو كومباكتور ولا هاد مارتو بيكور ها لي كاركتيرستيك ديالو مثلا ها لي كاركتيرستيك ديالو بارابور لي كونكورون وكيعطيك واحد لا ديوري دو في وعندك لي بيس دو روشونج وغادي نعطيك واحد الكارونتي وغادي نعطيك دي فاسيليتي مثلا بايمون غادي tu vas payer un montant plus غادي éclater ولا تريت اون دو دونك خص تكون عندك اون ارغيومونطاسيون وتقول ليه فوالا راه هذا الماتيريال راه يوتيليزاه شي واحد كيعرفو هو مثلا في اون اوتر ريجيون سكي في سي بروف سيبليمونتير خص تكون كونيسور في هذاك الدومين. Après, en ce qui concerne la politique de rémunération, comment on va rémunérer, comment on va payer la force de vente, d'après vous?
question. Comment 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 on va rémunérer, comment on va payer le salaire qu'on va octroyer la force de vente? Si vous allez recruter quelqu'un qui va vendre, شنو هي la grille ديال paiement? Est-ce que vous Marché. allez par marché? Oui. Sans salaire fixe. Monsieur, Oui, Monsieur. mademoiselle. Oui. monsieur يكون عندنا سالير فيكس بلس واحد البورسونتاج على كل حاجة C'est réalisé. Oui, هذه généralement هي وفي ديك الحاجة اللي كيرياليزي. Oui. Et بحال des commissions. Des commissions, c'est des commissions. هذاك les commissions واش هما commissions كيكونوا en fonction de chiffre d'affaires اللي كيجي. C'est-à-dire le Oui, carnet monsieur. qui gère. Donc, Oui. c'est ça comment on rémunère généralement la force de vente. C'est pour وكاين les primes aussi, monsieur. On met les primes, on met les commissions pour la pousser à travailler plus. Plus il décroche des marchés, plus il vend, plus il voit avec le bulletin de paye ديالو في la fin du mois كتطلع. مثلا في السيكتور ديال l'industrie pharmaceutique. Généralement, شكون هو اللي كيفونديو هاد لي ميديكامون؟ سميتهم كومون لي زابيل اللي كيمشيو لعند لي فارماسي. لا باللونغاج ديال الاندستري كيتسمى ان ديليغي. Un délégué médical, monsieur. ان ديليغي ميديكال. ان ديليغي ميديكال. وكيفاش كيعزلوه في الاندستري فارماسيوتيك؟ كيديروا ليه اون فورماسيون وجينيرالمون كيكون اما quelqu'un qui a fait de la médecine mais il n'a pas abouti à décrocher son diplôme, il s'est arrêté au niveau maintenant de la 3e année ou la 4e année. Généralement, هادو هما اللي كيكونوا très prisés par l'industrie pharmaceutique pour faire des délégués commerciaux. ولا تيجيبوا على الاقل دي سيونتيفيك مثلا دي شيميست وتيديروا لهم دي فورماسيون. Généralement, هذا هو البروفيل ديال un délégué médical. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, monsieur, oui. والديليكي ميديكال راه كيمشي لعند لي فارماسي وكيمشي حتى لعند لي ميدسان وكيعطيهم ان ايشانتيون غراتوي في الديبار. وابري كيقول ليه هو منين دير ملي غادي دير هذاك سميتها لوردونونس ايوا فهمتي ملي تبريسكري دي ميديكامون في لوردونونس حاول تعطي لا بريوريتي ديال هذا. وشنو كيديروا عاوتاني لي زاندستري فارماسيوتيك بو بوسي لي ميدسان باش يبيعوا لهم الدواء ديالهم. اللي كونفوك في دي كونفيرونس بعض المرات تاع دي كونفيرونس دون دي زوتيل وهذا بعض المرات كيعطيهم ميم gratuitement à ce qu'ils passent des vacances في des hôtels. Ils leur font miroiter des conditions alléchantes pour les pousser à prescrire leurs médicaments. C'est un exemple. Donc le délégué médical, plus il vend, plus il voit avec son traitement, c'est-à-dire son salaire, à la fin du mois, c'est un petit peu important. Alors, politique de distribution. Maintenant, la politique de communication. Communiquer, c'est transmettre un message à un cible bien concerné. Pourquoi on communique? Le schéma traditionnel de la communication, qui est un émetteur, qui est un récepteur, qui est le canal, c'est-à-dire le circuit, c'est-à-dire le canal, et qui est un feedback. Mais pourquoi on communique? C'est-à-dire pour faire connaître, pour lancer un message. C'est l'objectif de la communication. Communiquer, c'est transmettre un message à un cible bien cerné. Donc, en fonction de la nature de la prestation de service de produit, on va choisir un canal ou là plusieurs canaux. Hein, qui soit le plus optimal pour atteindre la cible. Toute action de communication vise un public précis qui, par sa réponse, sanctionne ou non l'action. Donc, on cible un public précis. Quand vendu, je ne sais pas, un produit spécialisé dans un domaine déterminé, il n'y a pas mieux que de le communiquer
chez revue ou là chez journal spécialisé. D'accord. Généralement, la vente des produits industriels, immédiatement des magazines ou des revues qui sont spécialisées. مثلا دابا كاينين des magazines ou des revues qui sont spécialisées في السيكتور ديال l'automobile. Tout ce qui a rapport مع l'automobile كتلقاه فيه. Ou périodiquement في السيكتور ديال l'automobile, ils vont joindre des comment ils appellent un complément ou un supplément, un journal spécialisé pour la vie économique ou l'économiste qui est spécial industrie automobile, spécial مثلا industrie aéronautique, spécial مثلا industrie habillement et textile. بعض المرات كيديروا سبيسيال سورتو في الديبي وفي لا فان ديال شاك اني كيديروا سبيسيال على لا فورماسيون supérieure privée. Donc il faut bien choisir la cible. Il faut tenir compte également de la cible. Il faut tenir aussi des prescripteurs, et ces prescripteurs, ils peuvent être des journalistes, des administrateurs, des fournisseurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire un prescripteur? Qu'est-ce que ça veut dire un prescripteur? On l'a déjà expliqué la semaine dernière. Quelqu'un parmi vous prend l'initiative et lorsque vous entendez ce terme-là, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Monsieur, c'est celui qui influence fortement à quelqu'un. Surtout un client. C'est un client. C'est vrai, c'est celui qui va aiguiller, qui va orienter, qui va vous recommander auprès d'un client. Et ce prescripteur, il peut être un journaliste, il peut être quelqu'un de l'administration, il peut être une autre entreprise ou un fournisseur. L'essentiel, vous avez déjà travaillé avec lui ou vous avez laissé une grande satisfaction. Lui, il va. Ou les prescripteurs qui le font par intéressement. C'est-à-dire, vous pouvez faire de vos prescripteurs, vous pouvez faire d'eux votre force de vente. Maintenant, tu vas m'apporter. Maintenant, je suis un comptable. Je suis un comptable. Les prescripteurs, ils peuvent être des inspecteurs de finances ou là des employés, des fonctionnaires de l'administration fiscale. Je lui dis, tu m'apportes un dossier et chaque dossier que tu m'apportes, je te donne immédiatement, par exemple, 500 dirhams. Le dossier, je vais le traiter au cours d'une année. Et lui, je vais quand même l'intéresser, le prescripteur, par avec un montant, par des cadeaux publicitaires. À la fin de chaque année, les entreprises, ils ont le droit de distribuer ce qu'on appelle des dons et même des cadeaux publicitaires, avec des limitations, bien sûr. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Avez-vous des questions? Non, monsieur, merci. Est-ce que c'est l'heure? Ça affiche 17h28. C'est plus ou c'est... Je ne sais pas si l'horloge est bien. Oui, monsieur, c'est l'heure. Donc, bon, on se quitte là sur